Alors, nous poursuivons dans l'étude des interférences lumineuses à deux ondes, et cette fois-ci, nous allons voir d'autres caractéristiques. Alors, toujours dans le même contexte, on part de l'exemple de deux ondes monochromatiques, de deux ondes planes, même si cet exemple n'est pas du tout restrictif. On sait que l'intensité totale, c'est la somme des intensités initiales auxquelles on va rajouter le terme d'interférence. Et les deux paramètres qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans la vidéo précédente, c'est le paramètre de contraste, qu'on appelle aussi visibilité, et puis le taux d'extinction. Donc les deux mettent en jeu l'intensité maximale et l'intensité minimale et permettent de caractériser la qualité des interférences. Alors, ici, on va plutôt discuter l'influence de la longueur d'onde. En effet, le déphasage, il ne dépend pas uniquement de la différence de marche. Le déphasage, c'est K fois la différence de marche. Et K, c'est 2pi sur lambda. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se positionner à un point fixe, on met un détecteur, et on va regarder l'influence de la longueur d'onde de la lumière qu'on envoie, sachant qu'ici, à la fois l'onde 1 et l'onde 2 sont à la même pulsation. Donc là, on voit que la dépendance en fonction de lambda est assez facile à obtenir, et quand on trace ce genre de dépendance, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement une dépendance en cosinus, parce que lambda intervient au dénominateur. Donc c'est un cosinus dont la période s'agrandit progressivement au fur et à mesure que la longueur d'onde augmente. Donc là, il y a déjà une première chose qu'on peut voir, c'est que dans le domaine spectral, on va avoir certaines longueurs d'onde qui vont être atténuées et d'autres qui vont très bien passer à travers le dispositif interférentiel. Donc on voit où se situent les minima. Les minima, la qualité d'extinction, elle va être donnée par le taux d'extinction. Donc c'est pour ça que cette quantité de taux d'extinction est intéressante. Et puis on voit que pour les maxima, eh bien, on a aussi certaines longueurs d'onde privilégiées et que la largeur de la bande qui fait passer ces longueurs d'onde varie en fonction de la longueur d'onde. Alors, ces résultats, ça peut être intéressant de les exprimer aussi dans le domaine des fréquences, c'est-à-dire au lieu de les exprimer en fonction de la longueur d'onde lambda, plutôt les exprimer en fonction de la fréquence optique nu qui vaut C sur lambda. Et dans ce cas-là, l'intensité en fonction de la fréquence, elle va varier en fonction de cosinus de pi delta sur C. Donc ce terme-là, on est à un point donné, donc il sera constant, multiplié par la fréquence. Et utiliser la fréquence, eh bien, ça va nous permettre de passer d'une réponse qui en longueur d'onde n'est pas parfaitement sinusoïdale à quelque chose qui, exprimé dans le domaine des fréquences, présente bien, des oscillations parfaitement sinusoïdales. Donc ici, on voit que ce sera plus simple bien, de caractériser le comportement de l'interféromètre à deux ondes dans le domaine des fréquences, parce qu'on a quelque chose de parfaitement sinusoïdal. D'un côté, en longueur d'onde, c'est pas périodique. Exprimé en fréquence, on a un comportement périodique. Alors bien sûr, quand on a quelque chose de périodique, la première chose qu'on veut caractériser, c'est sa période. Sa période, eh bien, on va lui donner un nom, c'est ce qu'on appelle l'intervalle spectral libre, qu'on abrège des fois par ISL. Alors comment on l'a? Eh bien, tout simplement, on détermine la position des maxima. On sait que le cosinus est maxima quand on a l'argument qui est égal à un multiple entier de 2pi. Donc ça nous permet de connaître la position des fréquences pour lesquelles on a maxima. C'est un entier multiplié par C divisé par la longueur d'onde, par la différence de marche. Et donc,
l'ISL, c'est l'écart entre ces deux maxima. Donc ce sera tout simplement C divisé par la différence de marche. Donc la vitesse de la lumière divisée par la différence de marche. Ça, c'est le résultat exprimé en fréquence. Je vous rappelle, on avait dit, si on veut l'exprimer en longueur d'onde, il y a une petite manipulation à faire. L'ISL, c'est un écart de fréquence, donc là, il ne suffit pas d'appliquer les relations lambda égale C sur la fréquence directement. Il faut y aller avec un petit peu plus de précaution. Donc cet ISL, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, ce qu'on peut en dire, c'est que plus la différence de marche delta qu'on considère est important, plus l'ISL sera faible. Donc si on veut un comportement avec une période spectrale très brève, dans ce cas-là, on aura intérêt à aller chercher des ISL qui sont plutôt, enfin des différences de marche qui sont plutôt importantes. Par contre, si on veut un ISL qui est grand, là, il faudra aller chercher des différences de marche qui sont beaucoup plus faibles. Ce qui peut être intéressant, c'est d'exprimer cet ISL en nombre d'ondes. Dans ce cas-là, on oublie le facteur qui correspond à la vitesse de la lumière, et l'ISL exprimé en nombre d'ondes, c'est directement l'inverse de la différence de marche qui est impliquée.